Podcalz, le podcast de la Fondation Recherche Alzheimer. Bonjour à tous, nouvel épisode du Podcalz, le podcast de la Fondation Recherche Alzheimer. Et aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de recevoir le professeur Hervé Platel. Bonjour Hervé. Bonjour. Hervé, vous êtes professeur de neuropsychologie à l'université de Caen. Mais avant que nous parlions de musique, la grande passion de ma vie, que nous parlions de cerveau et bien évidemment de la maladie d'Alzheimer, pouvez-vous, s'il vous plaît, vous présenter en quelques mots, Hervé ? Bien, je suis d'abord avant tout psychologue. J'ai fait une formation de psychologie. Je me suis spécialisé en neuropsychologie. Donc, je suis professeur d'université, comme tu l'as dit, Laurent, enseignant-chercheur en psychologie spécialisé en neuropsychologie. Alors des fois on dit que je suis neuropsychologue, ce qui n'est pas tout à fait vrai, et je fais ma recherche dans une unité de l'INSERM, qui s'appelle Neuropsychologie et imagerie de la mémoire humaine, dont je suis le directeur depuis 2022. Comment vous en êtes arrivé à vous intéresser à la musique, Hervé ? Alors la musique, c'est d'abord une histoire personnelle, une histoire d'enfance. Évidemment, j'ai fait des études musicales. Et de ces études musicales, j'ai eu le goût d'essayer de comprendre, avant d'être chercheur, de comprendre comment le son était fabriqué. Donc ça m'a amené à m'intéresser notamment à la synthèse sonore, aux synthétiseurs, voilà. Mais j'avais vraiment pas du tout l'idée de devenir chercheur dans ce domaine-là, parce que je pensais que on était artiste, on était ingénieur, mais voilà, ça c'était pas des métiers qui me semblaient accessibles. Donc j'ai fait des études de psychologie et le hasard a voulu que à Caen a été inaugurée à la fin des années 80 une plateforme de neuroimagerie et le premier projet qui a été proposé, qui a été mon projet de thèse, ça a été un projet sur la neuroimagerie du cerveau musicien. Donc c'est absolument magnifique. On est en quelle année là ? Alors on est en 1992, j'ai soutenu ma thèse en 1994. Hervé, je vais vous proposer deux grandes parties dans cette interview. En premier lieu, nous allons parler de musique et de cerveau. Et bien évidemment, ce qui nous amène, puisque c'est le podcast de la Fondation Recherche Alzheimer, la musique et Alzheimer. Alors, commençons d'emblée par les liens entre la musique et les émotions, ainsi que la mémoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça, s'il vous plaît, Hervé ? Alors, on va commencer par la musique et les émotions. Et si on imagine que la musique peut être utilisée en clinique, c'est justement par le pouvoir qu'elle a de moduler, de réguler nos émotions. Et pendant longtemps, cette hypothèse effectivement de la régulation émotionnelle, c'est ce qui a été vraiment mis en avant pour dire voilà comment la musique peut être thérapeutique. Alors aujourd'hui, il y a d'autres hypothèses qui sont largement mises en avant sur le fait que quand vous entendez une musique plutôt rythmée, vous n'allez pas pouvoir vous empêcher de bouger, de taper des mains, taper des pieds. Cet aspect-là, c'est un aspect d'entraînement physiologique qui est lié déjà à une particularité de l'architecture de notre cerveau, c'est-à-dire des relations tout à fait privilégiées entre nos régions auditives, notre cortex auditif et les régions motrices, les régions qui représentent en fin de compte les différentes parties de notre corps. Donc on parle en fait de boucles auditivo-motrices et c'est ce qui explique que en fait chez l'humain, mais aussi chez certains mammifères, on ait cet entraînement par la musique qui est assez automatique. Alors ça marche à la fois pour se stimuler, mais ça marche aussi pour en fin de compte réguler nos paramètres physiologiques, et on sait très bien qu'en clinique on va utiliser une musique qui est de plus en plus lente, de plus en plus calme pour avoir un phénomène de relaxation. Donc en fait les hypothèses sur la musique, les émotions, aujourd'hui ce qui constitue des émotions dans notre cerveau, c'est lié à plusieurs paramètres. Pourquoi on est ému par une musique ? Parce que c'est déjà, en fin de compte, une expérience sensorielle qui peut être très riche. C'est comme quand vous mettez, en fin de compte, une bouchée d'un aliment dans un plat au restaurant en bouche. La première chose que vous ressentez effectivement les différentes saveurs que vous avez en bouche. Eh bien, la musique, on va avoir aussi différentes saveurs, d'une certaine manière, différents timbres. Et c'est d'abord une expérience qui vous touche
touche d'un point de vue sensoriel et qui peut provoquer une émotion simplement parce que c'est une expérience sensorielle riche. C'est un peu déjà l'effet guili-guili, ça peut être un effet massage. Il y a des grosses fréquences basses, hein, comme on écoute dans des rave parties, eh bien, vous allez avoir le corps d'effet montagne russe parce que la musique est déjà, en fin de compte, un phénomène puissant d'un point de vue sensoriel. Mais quand vous regardez en imagerie cérébrale comment le cerveau s'active lorsque vous avez le frisson musical, lorsque vous avez la chair de poule en écoutant une musique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, c'est pas tant le fait que la musique soit, je dirais, une activité sensorielle intéressante qui vous provoque le frisson. Ça peut être le cas, mais c'est surtout que quand vous avez le frisson, vous entendez une musique qui vous rappelle quelque chose que vous avez bien aimé ou sur lequel vous allez construire des attentes qui vont être plus ou moins satisfaites. Vous pouvez avoir le frisson avec une musique que vous écoutez pour la première fois, que vous découvrez. Et comment ça se passe? En fait, vous dites « Ah oui, ça c'est intéressant, ça me rappelle telle musique ». Et puis, à un moment donné, il se passe un truc inattendu. Le côté inattendu, eh bien ça peut activer largement les circuits de la récompense du cerveau. Mais dans 80% des cas, les personnes qui écoutent leur musique préférée chez eux et qui ont la chair de poule en écoutant cette musique, cette chair de poule, ils l'ont parce que ils connaissent cette musique, c'est ce que nous disent les participants à des expériences quand on leur pose la question, mais cette musique-là, elle vous provoque le frisson, mais pourquoi? Eh bien, ils disent, moi je la connais bien, cette chanson-là, ou ce morceau-là, et à un moment donné, il y a les violons qui arrivent, ou il y a le break de batterie, et alors les violons, ils commencent à rentrer, puis ça monte, ah oui, j'adore ça, ou il y a le solo de guitare, etc. Donc en fait, ils attendent des événements, ils attendent qu'il se passe quelque chose de particulier dans la musique, et le fait de générer des hypothèses fait que votre cerveau, il est très joueur, et si en fin de compte, il a gagné, parce que ces hypothèses, du coup, elles arrivent, eh bien, il est très content, votre cerveau, et il a gagné, il libère de la dopamine, il libère en fin de compte un certain nombre de neurotransmetteurs qui vous donnent un sentiment de bien-être. C'est tout à fait effectivement l'effet inverse qu'on va avoir si vous écoutez de la musique, une musique que vous aimez bien à la radio, où vous êtes avec le DJ là, dans une soirée et il vous arrête votre morceau juste avant, en fin de compte, ce que vous attendez, le solo, etc., que j'évoquais tout à l'heure. Et là, c'est hyper frustrant. Et donc là, vous bloquez ce phénomène de libération de neurotransmetteurs qui donnent un sentiment de bien-être. Alors, en fait, l'émotion et la musique, il y a plein de couches, de strates différentes, de mécanismes différents qui se superposent et qui peuvent expliquer pourquoi la musique nous touche. Hervé, vous avez dit à demi-mot, allez, je vends la mèche, que vous avez longtemps, voire très longuement étudié la musique, le conservatoire, je vous félicite. Merci Laure. Je suis moi-même batteur et la grande passion de ma vie est la musique. Et je me pose une question qui est toute bête, mais en quoi le cerveau des musiciens est-il différent des non-musiciens, Hervé ? Ça, c'est une question qui est apparue comme centrale dans les travaux des neurosciences cognitives à partir du début des années 2000. Moi, quand j'ai commencé, en fin de compte, des travaux sur les liens entre musique et cerveau, je dirais les questions qu'on avait au départ, c'était pas l'organisation du cerveau des musiciens, c'était plutôt qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a une lésion cérébrale et les conséquences de ces lésions, éventuellement pour les musiciens, mais pour les personnes tout venant, c'est-à-dire est-ce qu'ils continuent à apprécier la musique ou pas. Et puis, il s'est passé quelque chose, c'est que grâce aux techniques de neuroimagerie au décours des années 2000, on a pu visualiser plusieurs mécanismes, donc des mécanismes qu'on appelle des mécanismes de neuroplasticité. Donc, d'une part, la manière dont le cerveau fonctionne chez les experts, et qui fonctionne différemment. Ça, on va appeler ça la neuroplasticité fonctionnelle, c'est-à-dire votre cerveau fonctionne différemment parce que vous avez des stratégies d'expertise. Ça a été pas mal étudié avec différents types de populations, par exemple les joueurs d'échecs. Et puis, une neuroplasticité qui était moins attendue, qui a été découverte et étudiée plus tardivement, c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité structurale. Autrement dit,
par l'effet d'entraînement, par la répétition d'un entraînement et l'apprentissage, vous allez modifier l'architecture de votre cerveau. Autrement dit, dans votre cerveau, il y a certaines régions dont la densité de neurones, l'épaisseur corticale, la densité de fibres de communication entre les neurones, ce qu'on appelle la substance blanche, va être modifiée structurellement. Et ça, c'était beaucoup moins attendu qu'il existe une neuroplasticité structurale qui nous démontre qu'en fait, notre cerveau, il est plastique, il est malléable et il se transforme grâce à nos apprentissages. Et donc, les populations de musiciens sont devenues, au début des années 2000, une population d'intérêt, d'experts, pour étudier justement ces phénomènes de neuroplasticité. Alors, nous, dans notre laboratoire, on a donc fait des études de neuroimagerie comparant le cerveau des musiciens versus les non-musiciens. On a fait ces travaux de neuroimagerie à la fin des années 2000, donc début des années 2010, et notamment avec Mathilde Groussard qui travaille avec moi dans le laboratoire. Et qu'est-ce qu'on a observé ? On a observé, d'une part, on a reproduit des résultats qui avaient déjà été un petit peu montrés, mais qui sont attendus. C'est que si on a beaucoup étudié la musique, si on s'est beaucoup entraîné à essayer de maîtriser un instrument de musique, qu'est-ce qui va bouger dans notre cerveau en premier ? D'abord, il va y avoir une reconfiguration des régions auditives. Un musicien, c'est quelqu'un qui fait travailler ses régions auditives, on comprend bien l'idée. Il va y avoir une reconfiguration aussi des régions motrices, parce que suivant l'instrument que vous allez jouer, eh bien, la représentation des doigts, par exemple de la main d'un violoniste ou d'un pianiste, va en fait s'étendre, va se modifier, et on va avoir une représentation des membres, une représentation des doigts, des mains, que ce soit pour un trompettiste, un violoniste, un pianiste, etc., qui va être modifiée par l'expertise, avec le nombre d'années de pratique. Et puis nous, on a montré quelque chose, on a été parmi les premiers à montrer aussi qu'au-delà, en fin de compte, de ces phénomènes attendus de neuroplasticité sur les régions auditives et les régions motrices, eh bien, on avait aussi des modifications importantes des structures liées à la mémoire. Et notamment, dans le cerveau, on parle donc des structures hippocampiques, les hippocampes du cerveau, qui sont des structures extrêmement importantes pour la mémoire, notamment la mémoire associative, ce qui va nous permettre en fait de mettre en relation des éléments d'un souvenir, de nous souvenir d'une information dans son contexte temporel et spatial. Et en fait, on a remarqué que les musiciens, nous on avait des musiciens plutôt jeunes dans notre échantillon, eh bien ces musiciens, ils avaient un hippocampe avec une densité de neurones plus importante que les non-musiciens et qui était corrélée, qui était reliée avec le nombre d'années de pratique. C'est-à-dire, plus on avait d'années de pratique, plus on avait en fait une épaisseur de substances grises, de neurones plus importante dans l'hippocampe. Donc ça suggère que, évidemment, et c'est pas surprenant, que faire des études de musique, ça stimule énormément la mémoire et qu'on peut supposer que chez les vieux musiciens, il pourrait y avoir une mémoire qui fonctionne de manière très efficace. Mais alors, vous conseillez dès le plus jeune âge de faire de la musique, de pratiquer un instrument musical ? C'est clair que oui, et toutes les études, alors pas seulement de neuroimagerie, mais comportementales, vont montrer qu'il y a des bénéfices chez les enfants d'âge scolaire à aller au conservatoire, c'est-à-dire de faire une pratique, j'insiste sur ce point, qui est une pratique exigeante en fin de compte, qui va obliger à apprendre une sorte de deuxième langue, c'est le solfège, qui va obliger effectivement à avoir, je dirais, des entraînements sur un instrument de musique et à maîtriser un instrument de musique. C'est quand même au niveau de la motricité fine quelque chose de très engageant, quel que soit l'instrument. Il y a des instruments peut-être avec un engagement différent, et ça sollicite d'un point de vue moteur des réseaux cérébraux un tout petit peu distincts. Toi tu fais de la batterie, moi je fais du clavier. On voit bien que c'est pas tout à fait en fin de compte les mêmes mécanismes qui sont sollicités d'un point de vue de la motricité. Mais malgré tout, même chez les chanteurs, par exemple, il y a des travaux très très intéressants chez les chanteurs d'opéra qui montrent que dans leur cerveau, il y a eu une modification des structures du cerveau qui représentent les muscles bucco-pharyngés. Autrement dit, les chanteurs d'opéra ont une représentation de tout ce qui est la cavité buccale, la langue, etc., qui est plus grande dans le cerveau. Donc ça, c'est intéressant. Alors pour en revenir aux enfants. Alors les enfants d'âge scolaire, s'ils vont au conservatoire, au bout de quelques mois, qu'est-ce qui se passe ? Alors il y a des travaux en neuroimagerie qui montrent, oui, il va aussi se passer des choses dans le cerveau, il va y avoir des modifications, les régions auditives, les régions motrices, comme je l'ai évoqué tout à l'heure.
mais il va y avoir aussi des conséquences cognitives. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un effet boost de cet apprentissage. La mémoire immédiate des enfants qui vont apprendre la musique va être augmentée. Ils vont avoir plus de capacité à manipuler des informations, notamment des informations visospatiales, c'est-à-dire de manipuler mentalement, en fin de compte, des images, etc., différents des objets. Ils vont avoir des capacités d'attention et de concentration augmentées, parce que, évidemment, s'entraîner à être attentif, à faire attention à des paramètres sonores, etc., augmente leur capacité d'attention, de concentration, leur capacité aussi à inhiber des informations non pertinentes, c'est-à-dire leur capacité à ne pas être distrait par des informations qui est dans leur environnement. Donc tout ça, c'est intéressant parce que ça peut les aider aussi à mieux apprendre de manière générale dans les apprentissages scolaires. C'est pas que ça va les rendre plus intelligents dans l'absolu, mais c'est que ça va booster, notamment de manière temporaire, au moment justement de l'acquisition du langage, enfin lecture-écriture, et puis après aussi les mathématiques, etc. Ça va booster des mécanismes qui sont aussi utiles pour apprendre ces matières fondamentales. Alors je me pose une question comme ça. Est-ce qu'il y aurait finalement, Hervé, une zone de la musique dans le cerveau ? Alors, on aurait bien aimé. Et quand j'ai fait mon premier travail de neuroimagerie, qui était le travail de thèse, on était un petit peu avec cette vision, on va dire un petit peu simpliste, un peu caricaturale. On était dans une vision un peu néolocalisationniste du cerveau, en imaginant que notre cerveau est organisé avec des centres spécialisés pour une fonction bien déterminée. On ne raisonne plus comme ça aujourd'hui. On fonctionne plutôt sur l'idée qu'une fonction donc cognitive, je parlais tout à l'heure de mémoire de travail, de mémoire immédiate, c'est pas lié au travail d'une seule région du cerveau, mais en fait du réseau d'activation de plusieurs régions conjointes. Donc ça, il faut l'avoir en tête, mais on avait dans les premiers travaux de neuroimagerie un petit peu cette ancienne manière de réfléchir en disant on va bien trouver les régions spécialisées pour le traitement de la musique. Et puis là, déception parce que en fait, quand on a regardé les premiers résultats, moi je regardais qu'est-ce qui se passait quand les personnes portaient attention à des changements de hauteur, des changements de timbre, des changements de rythme, identifier ou pas des mélodies, et je m'aperçois que en fait le cerveau de ces personnes est activé dans plein de régions différentes, bien au-delà d'une seule petite région ou d'un centre cérébral de la musique. Donc en définitive, on n'a pas trouvé de centre cérébral de la musique, on a été un peu déçus. Mais cette déception, en définitive, s'est changée après coup en quelque chose qui était un message plutôt positif. Parce que quand on regarde ce qui se passe dans le cerveau même de quelqu'un qui est non musicien mais qui écoute de la musique, eh bien on s'aperçoit que écouter simplement de la musique, mais attentivement, est une activité qui engage le cerveau dans plein de régions différentes. En définitive, c'est écouter la simple écoute de la musique est déjà très engageante pour le cerveau. Et c'était ça, en fin de compte, la nouveauté, le message, c'est de s'apercevoir que la musique est une activité qui engage le cerveau bien au-delà d'une seule petite région bien circonscrite. Donc finalement, ça n'est pas une petite lumière qui s'allume dans le cerveau, mais c'est plein de petites lumières, ce qui rend la musique absolument sensationnelle. Absolument, et c'est pour ça qu'on a un petit peu galvaudé donc la métaphore de la symphonie neuronale. Bien évidemment, en fait, quand on écoute de la musique, c'est vrai que quasiment aucune région du cerveau n'échappe à cela. Ça peut sembler surprenant, parce qu'on peut se dire, si j'écoute de la musique dans mon petit canapé chez moi, et les yeux fermés, il y a bien des régions du cerveau qui sont qui sont pas très concernées par ça, notamment les régions à l'arrière du cerveau, les régions visuelles. Eh bien, contrairement à ce qu'on peut imaginer, on voit même, en fait, en neuroimagerie, que quelqu'un qui écoute de la musique, qui est pas musicien particulièrement, eh bien, en fait, la musique sollicite les régions associatives visuelles parce qu'on a facilement dans la musique des représentations mentales, notamment la musique donne l'impression de mouvement, ça monte, ça descend, etc. Et puis, on a facilement en fait des représentations imagées qui nous viennent à l'esprit, même quand il s'agit d'une musique plutôt abstraite. Vous écoutez du Jean-Sébastien Bach, c'est pas par essence la musique la plus figurative qu'on pourrait trouver. Eh bien, vous avez aussi l'activation de régions pariétales, associatives visuelles qu'on l'on peut observer. Hervé, on va passer à la seconde partie de notre entretien. Musique et Alzheimer. Est-ce qu'il y a des effets de la musique sur les patients atteints de la maladie d'Alzheimer ?
Alors, il y a plein, en fin de compte, d'observations qui sont extrêmement intéressantes et passionnantes, qui ont été décrites depuis les 20, les 30 dernières années. Mais il faut avoir en tête, je parlais de la neuroimagerie tout à l'heure en disant que c'était quand même relativement récent, tous ces résultats, mais même d'un point de vue clinique, l'observation de la manière dont la musique peut être utilisée chez les patients Alzheimer, en fait, on a très peu de publications avant, je dirais, les années 90 et le début des années 2000. Alors, en fait, la première constatation, c'est quoi? C'est que les patients avec une maladie d'Alzheimer ou apparentée, même à un stade sévère de la maladie, eh bien, ce sont des patients qui sont très réceptifs à la musique, qui continuent, en fin de compte, à reconnaître des airs de musique qu'ils avaient connus, appris, qui étaient familiers pour eux quand ils étaient jeunes. Et même chez des patients qui ont des difficultés à trouver leurs mots, qui n'arrivent plus, en fin de compte, à communiquer facilement, eh bien, on voit que, en fait, des musiques anciennes vont permettre une réactivation des souvenirs. Et ça, il y a plein d'études qui montrent que la musique est un bon inducteur de souvenirs autobiographiques. Et on va pouvoir faire travailler les patients à la fois en tout début de maladie pour stimuler justement la résurgence de souvenirs personnels, anciens et plus récent, mais même à un stade, en fin de compte, avancé de la maladie, il va falloir lutter notamment contre quelque chose qu'on appelle l'apathie, c'est-à-dire le patient qui se referme sur lui-même comme une coquille. Le fait qu'il ait des troubles de mémoire, mais au-delà des troubles cognitifs, va provoquer chez la plupart des patients un retrait sur eux-mêmes, c'est-à-dire ce sont des patients qui vont avoir de plus en plus de mal à communiquer, qui vont finir par, en fin de compte, regarder leurs chaussures toute la journée, il va rien se passer, c'est très difficile de rentrer en relation avec eux, donc les soignants ont de plus en plus de mal à simplement leur faire lever la tête, et là, en fait, on observe que si on met une musique qui a un statut, alors soit avec un casque, soit en fin de compte diffusé dans l'environnement, si on met une musique qui a un statut particulier pour cette personne, eh bien d'un seul coup, on voit ce côté miraculeux, c'est-à-dire cet éveil en fin de compte de ces patients qui redressent leur tête, qui vont avoir les yeux qui vont s'écarquiller, qui vont se mettre en fin de compte à chantonner et à pouvoir reprononcer des paroles, voire même évoquer des souvenirs personnels. Alors c'est absolument incroyable. Vous pensez justement, Hervé, que la musique est ancrée plus profondément ? Alors comment on l'explique ça? Parce que pour nous, ça a été aussi un point important d'expliquer pourquoi la musique résiste en fin de compte à ces maladies de la mémoire. Une des explications qu'on peut en donner, et notamment nos travaux en neuroimagerie le montrent bien, je l'évoquais tout à l'heure, quand vous écoutez de la musique, vous faites travailler plein de régions différentes de votre cerveau. Et en fait, ce côté très diffus, très large de l'activation cérébrale liée à l'écoute de la musique fait que nous, on a fait des travaux justement sur la récupération en mémoire de musique connue, et on voit en fait que par rapport à la mémoire des mots, la mémoire du langage, eh bien, la mémoire de la musique fait travailler le cerveau de manière beaucoup plus large que la mémoire du langage. Autrement dit, si on parle en termes d'hémisphères, on sait que pour le langage, on va avoir un travail du cerveau qui est beaucoup plus spécialisé sur l'hémisphère gauche chez la plupart d'entre nous. Alors que pour la musique, on va avoir une participation à la fois de l'hémisphère gauche et de l'hémisphère droit assez homogène. Et ce qui veut dire que, pour dire les choses simplement, que la mémoire de la musique, en fait, elle peut être récupérée par plein de petites voies d'entrée différentes parce qu'il y a un son qui va vous faire penser à cette musique, parce qu'il y a une mélodie qui va vous faire penser à cette musique, parce qu'il y a la voix du chanteur, parce qu'il y a des paroles. En fait, vous avez des voies d'entrée dans cette mémoire musicale qui sont beaucoup plus larges que pour le langage, où on a un mode de fonctionnement très unilatéral et spécifique. Un conseil pour les aidants qui ont justement un proche qui est atteint de la maladie d'Alzheimer. Selon vous, Hervé, comment est-ce qu'on peut utiliser la musique pour les patients d'Alzheimer ? Eh bien, ce qui est remarquable, c'est qu'on peut vraiment utiliser la musique à tous les stades, en fin de compte, de la maladie, et même d'un point de vue préventif. D'un point de vue préventif, parce qu'il y a beaucoup d'études qui montrent aujourd'hui que la perte auditive
avec le vieillissement est un très mauvais indicateur après de la trajectoire de vieillissement. C'est-à-dire que si, en fin de compte, vous ne vous appareillez pas par rapport à une surdité liée au vieillissement, qui est tout à fait normale, hein, la presbyacousie, c'est comme la presbytie hein, au niveau visuel, eh bien, vous allez diminuer, en fin de compte, la stimulation que votre cerveau reçoit d'un point de vue sensoriel. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la perception auditive, pas seulement musicale, mais la perception auditive de manière globale stimule le cerveau de manière très large. Donc si vous entendez moins bien, vous avez une diminution de cette stimulation cérébrale. Donc déjà, c'est un premier point. Donc qu'est-ce qu'il faut faire de manière préventive ? Continuer, alors s'appareiller si on perd de l'audition. Faire effectivement de la musique, c'est possible. Il y a des travaux qui montrent que il n'y a pas d'âge pour démarrer la musique. Hein. On peut démarrer la musique à 4 ans, mais on peut la démarrer à 64 ans. C'est tout à fait possible. Alors évidemment, c'est un petit peu plus difficile de prendre des leçons de piano à 64 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire qui est un peu moins exigeant et qui a le vent en poupe et qui fonctionne bien ? C'est d'aller dans une chorale. C'est de chanter, parce que c'est assez simple, effectivement, de chanter, même si on a peur de chanter faux, etc. Bon, ça, c'est pas grave. Hein. On peut se mobiliser évidemment sur le chant. Le chant, on peut mobiliser les personnes, même une fois que la maladie arrive. C'est vrai que ça, c'est intéressant parce que d'un point de vue productif, on peut faire même chanter des patients qui sont arrivés à un stade sévère de la maladie. Quand on est au stade débutant, quand la maladie arrive, que les symptômes sont là, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut stimuler la mémoire grâce à la musique. Je l'évoquais tout à l'heure, stimuler la capacité à faire ressurgir des souvenirs. Et puis, on peut aussi stimuler cognitivement plus largement donc les patients, parce que je l'ai dit pour les enfants, écouter de la musique, ça vous oblige à être attentif, à être concentré, à inhiber des informations non pertinentes. On peut travailler là-dessus aussi avec les patients. Bien évidemment, on peut travailler sur tout ce qui est symptômes anxio-dépressifs. On sait bien que l'annonce du diagnostic, le début de la maladie, c'est compliqué et qu'on a souvent, en fin de compte, des patients avec des symptômes dépressifs et anxieux. Là aussi, la musique, des séances de relaxation musicale sont tout à fait indiquées pour diminuer ces symptômes anxio-dépressifs et il y a plein de publications qui montrent une très bonne efficacité de séances de relaxation musicale. Et puis quand la maladie est je dirais plus avancée, installée, je l'évoquais tout à l'heure, on peut arriver à éveiller les patients grâce à la musique, continuer à les stimuler, continuer à rentrer en relation avec eux, c'est très important. Et même, ça va même au-delà de ça, parce que grâce à la musique, dans notre laboratoire, on a pu montrer que les modes de fonctionnement de la mémoire musicale font que c'est assez facile même de faire apprendre des chansons que les patients ne connaissaient pas, faire apprendre des chansons nouvelles à des patients même qui ont une mémoire épisodique, une mémoire, on va dire, associative. J'ai parlé tout à l'heure des structures hippocampiques. On sait que dans la maladie d'Alzheimer, les hippocampes sont particulièrement détériorés. Et nous, ce qu'on a montré en suivant des patients, c'est que même avec des patients à un stade avancé, avec des hippocampes complètement atrophiés, complètement détruits, eh bien, on arrive à leur faire apprendre des mélodies nouvelles, c'est-à-dire, alors quand je dis leur faire apprendre, c'est-à-dire que par l'effet d'exposition, donc soit de séances où on les fait chanter de manière répétée toutes les semaines ou tous les 2 jours des chansons qu'ils ne connaissent pas, soit simplement en leur faisant écouter des chansons, des musiques qu'ils ne connaissent pas, on s'aperçoit que quand on leur pose la question au départ, mais est-ce que vous connaissez cette musique, cette chanson, ils vont vous répondre par la négative. Et en général, ils se trompent pas. Hein. Ils peuvent avoir des faux positifs, mais c'est pas si fréquent que ça. Ils se trompent pas, ils savent bien ce qu'ils connaissent et ce qu'ils connaissent pas. Et c'est souvent surprenant d'ailleurs. Et puis, au bout de 2, 3, 4 séances, on a l'impression que les choses bougent pas. Et c'est pour ça que beaucoup de gens s'étaient arrêtés à ce constat en disant « Ah non, ça sert à rien de répéter les séances parce que de toute façon, ils vont rien apprendre de nouveau. Hein, on sait que cette mémoire volontaire, associative, elle ne fonctionne plus. Donc, il n'y aura pas la possibilité de créer un encodage d'une nouvelle information dans le cerveau chez ces patients en mémoire à long terme. » Or, c'est pas vrai. Nous, on a réussi à démontrer que grâce à l'effet de répétition, ils ont réussi à avoir une bascule de leur réponse qui est complètement spectaculaire. C'est-à-dire à partir de 5-6 répétitions, d'un seul coup, ils se disent « Ah oui, mais ça me dit quelque chose, ça. » Et là, je vous parle de patients, pas en début de maladie. Hein. Je vous parle de patients qu'à un stade sévère de la maladie qui, en fait,
cliniquement, vous faites une activité avec eux, ils arrêtent l'activité, vous revenez 10 minutes, un quart d'heure après pour leur demander ce qu'ils ont fait, ils sont incapables de vous le dire. C'est le profil des patients avec lesquels on a travaillé. Donc les patients très amnésiques qui semblent ne plus rien encoder de nouveau dans leur cerveau. Et c'est pour ça que souvent, quand on voyait des journalistes, qu'on leur parlait des ateliers, chants, de la musique, etc., ils nous disaient « Oui, mais à quoi ça sert tout ça ? Parce que vous leur faites du bien, c'est bien sympathique, mais ils auront tout oublié. » Demain, donc quelle est l'utilité ? Et en fait, l'utilité, c'est qu'il y a bien une trace qui reste dans le cerveau. Sauf que cette trace, elle est inaccessible pour eux-mêmes de manière volontaire. Il faut leur donner un indice. Donc, quand vous leur faites réécouter la musique, ils vous disent « Ah, mais celle-là, je la connais. Celle-là, je la connais. » Alors, dans les ateliers de chant, là, on a une certitude de ça, parce que en fait, ils sont même capables de vous chanter la suite. Donc, vous leur présentez le texte, et là, miracle, on a des patients avec, je dirais, des états de sévérité, des personnes où on n'arrivait même plus à tester leur mémoire, et de manière spontanée, au bout, en fin de compte, d'1 mois ou 2 mois après avoir appris, en fin de compte, une mélodie sur un texte, ils voient le texte, ils retrouvent la mélodie d'eux-mêmes. Alors ça, on s'y attendait pas. On a fait une étude de neuroimagerie pour comprendre ce qui se passait. On a fait passer des patients Alzheimer en IRM et on leur a fait apprendre effectivement des informations nouvelles. Et clairement, sans hippocampe, notre cerveau continue à retenir des choses. Ce qui veut dire qu'on peut avoir de l'espoir, que sans musique, la vie serait une erreur, comme disait Nietzsche. Et bien là, vous nous le prouvez encore une fois. Hervé, dans l'accompagnement des patients, selon vous, quelles sont les pratiques, évidemment basées sur la musique, qui sont les plus efficaces ou les plus efficientes ? Alors, moi, je n'opposerai pas tout ce qui est proposé en production et tout ce qui est proposé en réception. Ça veut dire quoi ? Soit faire de la musique ou écouter de la musique. Les deux sont complémentaires. Et nous, notre expérience montre qu'il faut mixer ces différents moments. Il y a des moments où c'est intéressant de proposer aux patients de pouvoir essayer de chanter ou essayer de bouger sur la musique, etc. Donc d'être dans quelque chose d'actif. Mais la simple écoute de la musique est aussi très intéressante, mais ça va avoir des objectifs un petit peu différents. Je pense que pour les objectifs de régulation émotionnelle, de troubles anxio-dépressifs, on va être plutôt sur l'écoute. Pour effectivement la stimulation cognitive, la stimulation de la mémoire, en production, c'est pas mal. Voilà, donc moi je ferai pas d'opposition. En fait, maintenant il y a de plus en plus de propositions de protocolisation de ces approches. Donc dans une approche de musicothérapie, je dirais neurocognitive, qui permet effectivement à des professionnels formés de pouvoir intervenir avec des objectifs bien précis sur la régulation des troubles neurocomportementaux et puis des troubles cognitifs. Hervé, j'ai une dernière question et elle est loin d'être évidente, je vous le dis par avance. Vous avez participé aux entretiens Alzheimer, organisés par la Fondation Recherche Alzheimer. Cette question qui est difficile, attention, roulement de tambour. Pensez-vous que la musique peut aider à soigner la maladie d'Alzheimer ? Vous avez en partie répondu, je dis bien en partie. Alors, oui, je pense que la musique est une approche non médicamenteuse efficace en prévention et en accompagnement des patients. Ça ne va pas arrêter la maladie, ça ne va pas guérir l'Alzheimer. Et c'est pour ça que des fois j'évite d'utiliser le terme, la plupart du temps, de musicothérapie, parce que il y a une ambiguïté effectivement sémantique à dire musicothérapie dans le contexte d'une maladie neuroévolutive. Mais malgré tout, si on ne soigne pas, on prend soin donc de ces patients et grâce à la musique, véritablement, on arrive à les amener le plus loin possible avec un état cognitif de bonne qualité. Et c'est surtout important parce que quand je parle d'apprentissage de musique, etc., c'est pas juste un gadget. C'est pas un gadget pour dire vous voyez, ils ont réussi à apprendre quelque chose. C'est quelque chose dont les patients, dans les aidants familiaux, dans les aidants
soignants professionnels peuvent se saisir parce que grâce à cela, ils vont pouvoir en fin de compte créer une connivence avec leurs proches. Les soignants professionnels peuvent arriver en fin de compte à réguler les troubles comportementaux et à installer une connivence particulière. Donc ça, c'est très important parce que aller jusqu'au bout de cette vie même pathologique, mais c'est pas parce que il n'y a pas de mémoire qu'il n'y a pas d'identité, d'une part, et c'est pas parce qu'il n'y a pas de mémoire que ce ne sont pas des personnes qui, en tant que citoyens, n'ont pas droit, en fin de compte, à la culture. Et je pense que ça, c'est un point très important, c'est que non seulement la culture vienne à eux, mais qu'ils puissent encore aller vers la culture. Eh bien, merci beaucoup Hervé, c'était absolument Merci Laurent. Passionnant. Il n'y a pas d'autre terme. Je note qu'on peut être extrêmement positif quant à la musique versus la maladie d'Alzheimer, et je pense qu'elle permettra de mettre enfin Alzheimer KO. Je souhaite évidemment le plus vite possible. Et chères auditrices, chers auditeurs, s'il vous plaît, soutenez le podcast. Alors tout d'abord en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, bien évidemment sur Spotify. Nous parlons musique là encore. Et puis surtout, vous pouvez soutenir la recherche contre Alzheimer en envoyant DON, D-O-N, par SMS au 92 922. Ce sont 5 € qui vont à la recherche. Et je le rappelle, il n'y a pas de petits dons. Donc s'il vous plaît, allez-y, allez-y, allez-y. Et merci encore Hervé pour cette magnifique symphonie. C'était passionnant. Merci beaucoup Laurent. À très bientôt pour un nouvel épisode du Podcalz, le podcast de la Fondation Recherche Alzheimer.